terriens, salut les terriennes. Bienvenue dans la saison 3. Comme vous le savez, désormais, l'émission s'organise autour d'un invité principal. Ce soir, Florence Foresti. Bonsoir Florence. Bonsoir Thierry. Alors, très heureux de vous accueillir ce soir parce que selon un sondage FHM TNS Sofres, vous êtes officiellement la Française préférée des Français. Tout à fait. Un big up pour Florence Foresti, la Française préférée des Français. C'est énorme, hein? Bah ouais. En fait, c'est un sondage qui avait été commandé par Sarkozy quand Cécilia était partie pour savoir qui il allait épouser. Cécilia lui a présenté... Mais c'est marrant que vous dites ça. Ouais. J'ai rêvé que je sortais avec Sarkozy cette nuit. C'est très bizarre parce que du coup, ce matin, je l'entends à la radio et tout, et je dis « Oh, c'est mon amoureux et tout. Ah oui, enfin, je veux c'est dire, vous savez, le lendemain, quand on rêve de quelqu'un, tu sais, le lendemain, on l'aime. Bah, ça te le fait ou pas? Bien sûr, tout le temps. Et ben là, je suis amoureuse de Sarkozy. Demain, plus. Ouais. Mais aujourd'hui, ah bah, c'est pas de ma faute. C'est mon inconscient. En tous les cas, si ces gars-là lui avaient pas présenté Carla Bruni, ça aurait Qui été c'est? vous, sa Et femme. ça aurait été la grosse poilade. Pour moi. Parce que là, ça doit pas ricaner. C'est Française préférée des Français en dehors de tout aspect physique, quand même. Absolument, je l'ai compris Oui. après coup. Oui. Je vous remercie Thierry de le noter, Non, mais oui, c'est intéressant. je le dis. Moi j'ai cru que c'était le classement des 100 les plus sexy. Bah ouais. Donc j'ai dit c'est une blague. Ouais. Et j'ai appelé et en effet c'est tout critère confondu, sauf bien sûr. Parce Bien que sûr, quand, ouais. quand on leur demande à ces hommes avec qui iriez-vous dîner ou avec qui iriez-vous sur une île déserte, c'est Clara Morgan. Voilà. Très différent, un autre registre. Alors, derrière vous, dans ce sondage, il y a Anne Romanoff, Mimi Mati. Bien sûr, c'est en dehors de tout aspect physique, mais là, ça va loin. Arrêtez. Vous êtes ignoble. Alors, votre chien a été élu chien préféré des Français. Ça pourrait. Votre fille, Tony, a été élue bébé préféré des Français. Ça c'est clair et net. Elle vous en veut pas pour le prénom. Vous rigolez, c'est la classe, Tony. Ah bon? C'est à l'américaine, quoi. Ah. Ah, elle va adorer son prénom. Attends, ça va être la classe. Bon, à part que tous les commerçants la prennent pour un garçon. Voilà, c'est pas grave, hein. Comme sa mère. Ouais, voilà. Alors, un big up pour Tony, pour le chien et Bernie. pour Florence. Voilà, alors donc, en P1, nous parlerons de vous, Florence, de vos origines, de votre vie, de votre succès, de votre DVD, de L'Abribus, la comédie de Philippe Elno, que vous avez joué l'année dernière à la Gaîté Montparnasse, la pièce préférée des Français. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Éric Woerth, ministre du Budget, et de Serge Raffi, rédacteur en chef au Nouvel Observateur. Voilà. Et en P3, nous recevrons Béatrice Preciado, qui publie Testo Junkie chez Grasset. Alors, c'est le journal de son auto-intoxication à la testostérone. Ah oui. C'est-à-dire, c'est une fille qui s'est mis des D'accord. hormones mâles, si vous voulez, pendant 236 jours. Ouille, Voilà. ouille, ouille. Alors, à la fin, elle gueulait quand le frigo était vide. Elle se grattait les couilles, elle comprenait la règle du hors-jeu. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Voilà, alors Florence Foresti, il faut dire qu'au départ, c'était pas gagné. Hein. Vous êtes née au mois de novembre déjà, Ouais. à Vénissieux. Oh, aux minguettes. Ouais, père industriel, Affreux. mère dans les ressources humaines, Affreux. sœur dans l'hôtellerie, voilà. Tout pour faire une carrière, Voilà. tu vois. Et pourtant, dès le lycée, vous commencez à rêver au métier que vous faites aujourd'hui. Et vous découvrez, en demandant aux mecs de sortir avec vous, vous découvrez que vous êtes drôle. Enfin, je découvre. Ce raccourci. Je découvre que c'est un atout comme un autre Ouais. pour attirer l'attention, oui, Ouais, et voilà. que moi je développe plutôt celui-là, ouais. Voilà. Ensuite, le bac, option théâtre et école de cinéma. Vous vouliez faire chômeuse dans la vie, non? Oui, c'est ça, intermittent, attends. C'était classe. Bohème, je voulais faire la ouais. vie de bohème. Puis des petits boulots, caissière à Décathlon, C'est pas faux. vestiaire dans une boîte. C'est pas faux non Vestiaire plus. ou dame pipi? Vestiaire. 10 Vestiaire. francs, s'il vous plaît. Ah ouais, oh là C'était là. en francs, Oh là j'imagine. là. Ah oui, c'est dur, ça. Et puis voilà, tout ça avant de devenir infographiste. Ouais. Vous étiez déjà l'infographiste préféré des Français, Florence? Dans ma société, sans doute. Il vous aimait bien? Ouais. Ouais. C'est sympa. Vous faisiez quoi? Des sites internet. Ouais. Et le premier site que j'ai eu à faire, c'était tout autour de l'érotisme et du porno, en fait. Je vendais du bois bandé et du... Non, mais c'est vrai, j'avais fait un site comme des ça. sextoys, des trucs comme Bah ça? ouais. Et je faisais le graphisme Ah, au vous allez départ. bien apprécier la fille qui vient en P3, alors. Ah ouais? Ah, c'est une spécialiste du Eh blog. ben voilà, Ouais, écoute, ouais. moi j'ai une grande culture aussi de ça. Oui, mais on va en parler, hein, ça va Ouais. être super. Mais vous étiez déjà évidemment attiré par les planches, vous avez fait des cours de théâtre classique, Pas café-théâtre. du tout, café-théâtre, hein, théâtre Vous avez classique, j'ai fait- voilà, détesté. Voilà, vous l'avez fait quand même.
Oui, mais 2 jours. Deux parce jours. que ça me terrorisait, les gens, ils faisaient des scènes et tout, très sérieuses, les gens se prenaient au sérieux, c'était terrible. Donc, café-théâtre amateur, Ouais. avec vos premiers sketchs, souvent des histoires de célibataires. On est bien placé pour parler de ce qu'on connaît. Non, mais ceci dit, j'ai eu plein de mecs, hein. Attendez. Mais, non, mais je trouve toujours que le célibat, le célibat est beaucoup plus drôle que la vie en couple. Bien sûr. Je veux dire, il y a plus de sujets dans les histoires de séduction, de rupture, de Bien sûr. râteau. C'est toujours beaucoup plus drôle que quelqu'un qui réussit sa vie affective. Quand vous êtes mis en ménage, vous n'avez pas eu peur de... Mis de- en ménage, j'adore cette De expression. plus être drôle. Quand je me suis mise en ménage, Thierry... Vous avez flippé, vous j'ai- avez dit je ne serai plus jamais drôle, là, non? Non, j'ai pas eu peur parce que rien n'est définitif déjà. Alors, en 1998, donc il y a 10 ans, vous faites les Taupe Models. Votre premier succès, très très bien marché. Star à Lyon. Star à Lyon est dans la région PACA, Auvergne. Et en 2001, vous vous lancez en solo. Et là, évidemment, c'est le début du succès. Vous avez fait un stage à Thalassa, Ouais. c'est vrai? Ouais. Et c'est vrai que vous avez quitté quand vous êtes aperçu que Georges Pernou pissait dans la mer. Elle est con, cette vanne. Elle est très con. Elle est très con. C'est vraiment une vanne pourrie, mais j'avais vraiment envie de la faire. mais tu ouais. l'as placé, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, votre première télé, c'est Burger Quiz chez Canal. Quelle hein, horreur, comment tu sais ça? avec Alain Chabat. Ouais. Hein. On va vous regarder. Oh non! Ah ben si. Non, t'es dégueulasse. Magnéto. Putain, arrête. Ah ben si. Ça va? Ça va Florence là? Non? Oui, si, ça va. Super stressé? Extrêmement. C'est quoi? C'est Non, non, ça va bien. des sueurs froides, le cœur qui bat? Ouais, c'est un petit peu tout. Ouais, tout, ouais. tout ce qui est symptômes d'agonie, quoi. Voilà. Ça va bien. Mais c'est bien, moi aussi, avant de chaque émission, je change de slip régulièrement. Ça aide. Car voilà, et il y a toujours des petites traces de pneus parce qu'on est tendu. Je ne connais pas ce problème. Et ouais, moi, bon, tout ça est un peu personnel. Alors, madame. D'accord. D'accord. J'ai des semelles crêpes, par contre. donc c'est- Ouais, c'est pas grave. Bon, voilà. Oh, c'est très bien. C'est horrible. Qu'est-ce que ça te fait? Ah, je sais pas. C'est dur. Non, mais oui, mais bon, voilà, personne n'aime se revoir, hein. Tu veux que je te remonte des images de toi avec ta coupe comme ça? Quand t'avais ta petite... Ouais. Bon, J'étais ça ridicule. t'énerve? Moi, j'étais ridicule. Non, t'étais pas ridicule à Ouais, l'époque. Mais maintenant, avec le recul, c'est pénible. Vous vous souvenez des questions? Non. Bon, on va les refaire. C'est vrai? On va refaire le burger de la mort. Alors, quel est votre âge à 12 ans près? Alors- Quelle est la couleur de Casimir? Quel est le métier principal de Victor Hugo? Vous préférez les éléphants ou les hippopotames? 23 orange, Quelle écrivain star vous hippopotame. attire sexuellement? 23 Que orange, met-on dans un magnétoscope? Comment appelle-t-on l'hymne français? Est-ce que vous n'avez pas marre de toutes ces conneries? Combien font 25 x 5? Et enfin, quel est le contraire de « je n'ai pas pété » Alors. Et voilà, il fallait ressortir les 10 réponses, Voilà. vous comprenez? Alors, 23 ans, orange, ouais. écrivain. Bravo. Je l'avais eu, le petit burger de la mort. Hein. J'avais Ah, gagné, ouais, j'avais ouais. gagné 1000 €, attention. Alors, 23 ans, orange, écrivain. Et alors après, bah merde. Éléphant ou hippopotame? Voilà, hippopotame. Ouais. Et Qu'est-ce qu'on met dans un magnétoscope? voilà, une cassette. Et après, j'ai Bien. gagné, là. Après, je me suis Ouais. arrêtée. Quel est le contraire de « j'ai pas pété » Je suis la Française préférée des Français. Je ne Oui, peux plus non. dire Ah ouais, ça, tu peux plus Thierry. maintenant. Eh, tu sais que j'ai l'impression de recevoir Lady Di, là. Mais tu peux? En fait, c'est toi. Ouais. Bien. Donc après, c'est Berne, 20h10 pétante, Ruquier, le DVD Florence Foresti fait des sketchs chez La Cigale. 700 000. 700 000 Ouais. Voilà, jusqu'à la pause bébé. Ouais. Alors là, vous vouliez pas d'enfant, vous. Hein. Oui, je savais pas. Bon, j'avais. Et puis m'arrêter de travailler, c'était vraiment très nouveau pour moi. J'avais toujours été sur les planches tout le temps, depuis 10 ans, non-stop. Donc c'est plus ça qui m'a un peu déprimée. Le fait de plus jouer, ça m'a. Voilà. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le bébé était un bébé surprise, comme on dit, quoi. Tout à fait. Comment on fait les bébés surprises? Oh, écoutez, je vous expliquerai, c'est très compliqué, mais c'est Ah, parce très que amusant. maintenant, il y a beaucoup de choses pour pas faire de bébés surprises. Oui, mais tout ça, ça s'explique. Vous aviez oublié la pilule? Mais non, mais il y a des oublis inconscients qui sont. Ah, des oublis inconscients. Bah oui, des actes manqués, on Voilà. va dire. Et avec Julien, comment ça va? Eh ben, allons-y. Ouais. C'est la fête de la vie privée. Bah oui, oui. Non, en fait. Non, il faut Juju. dire, non, on va être discret, parce qu'on est extrêmement discret. Il faut dire que c'est le Julien préféré des Français. Oui, c'est vrai. Et que c'est un mec qui était manager de tournée. Ouais. Donc les emmerdes, il connaît d'avance. lui, Absolument. hein. Ouais. Il Et- est habitué. Et les artistes aussi, ouais, Voilà, il c'est connaît pour bien. ça que ça dure.
Voilà. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est sans surprise pour lui. Ouais, pour lui, c'est Ouais. son boulot, quoi. Fastoche. Ouais. Ouais. Et alors, il le vit comment? Vous savez, la Française préférée des Français, ça doit lui foutre la pression, quand même, à Il Julien? s'en fout un peu, je crois. Ah ouais Complètement. Putain, moi, ça me foutrait la pression si ma femme était la Française préférée des Français. Non, ça vous foutrait la pression si c'était celle avec qui ils aimeraient partir sur l'île déserte. Oui, oui, oui. Hein, oui, c'est pas oui, pareil. oui. Grosse nuance. Voilà, donc après Tony, après le bébé, donc vous remontez sur scène en janvier 2008 pour l'abribus de Philippe Elno. Alors, vous aviez eu plein de propositions au théâtre, mais en fait, vous avez préféré choisir la proposition d'un vieux pote. C'est assez sympa. C'est vrai que j'aime bien retravailler avec Ouais, des gens que j'ai connus à mes débuts. Et puis j'aime bien quand les gens me connaissent d'avant. Je sais Ouais. pas pourquoi, je me dis, je leur fais plus confiance. Je me dis qu'ils sont là pour d'autres raisons. Et puis voilà, je suis moins méfiante, j'adore ça. Et puis surtout, il avait écrit une très belle pièce. Une très belle pièce, l'abribus. Donc le pitch est une star qui tombe en panne en race campagne sans portable et qui rencontre l'apiculteur local. Le postulat de départ, c'est le postulat de toutes les comédies romantiques. Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Rien, mais finalement, on va... Donc là-dessus, il n'y a pas de grosse surprise. En revanche, dans l'interprétation, on s'est beaucoup amusé. Beaucoup, Ça a très très bien marché, non? Oui, très très bien. Et malheureusement, c'est une pièce qu'on n'a pas pu tourner en province parce que j'avais un tournage après de film et c'est Ouais. pour ça qu'on tenait à la sortir en DVD, quoi. Voilà, donc c'est un cadeau de Noël, je crois qu'on peut le dire. Bah ouais, hein. je trouve. Voilà, ça s'appelle l'abribus, donc c'est en DVD. On regarde à quoi ça ressemble. Hop, tu vois, c'est là. Ah. Ouais, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis des années. Je me présente. Isabelle Etienne, comédienne, réalisatrice, metteuse en scène, productrice. Je suis partout en ce moment. Même ici, oui. Ben, Eric Depierre, tout Très bien, court. enchanté. Je suis désolé, j'ai pas la télé. Enfin si, j'ai une télé mais j'ai pas d'antenne. Moi. Enfin bon voilà, moi les gens connus, je les connais pas. Oui, bah ça va, on a compris, c'est pas grave, ça arrive. Ah oui, non, mais ouais, c'est parce que vous allez pas au cinéma, c'est pour ça. Bah non. Eh oui, voilà. Non mais j'ai un lecteur DVD à la maison. C'est vrai? Oui. Chez vous? Bah oui. Et vous regardez des films? Bah oui. Bah vous me connaissez alors? Ah bon? Bah évidemment, j'en ai fait 140, vous avez forcément vu quelque chose. Bah oui, là vous me reconnaissez pas parce que chez vous, vous êtes en 16/9, je suis tassé. Voilà, l'abribus de Philippe Elno avec Florence Foresti, désormais disponible en DVD. Comme vous le savez, en P2, nous recevons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Et nous commençons avec Éric Woerth. Bonsoir. Bonsoir. Éric, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Florence Foresti, la Française préférée des Français? Oui, je l'aime bien d'ailleurs aussi. c'est pour Elle ça. rêve de Sarkozy. Quoi? Bah si. Cette nuit, oui. C'est bizarre, hein? C'est bizarre comme ça. Bah, c'est bizarre, oui. Ceci dit, il y a 10 ans, j'avais rêvé que Chirac dormait dans mon canapé lit. Ah ouais, tu te les tapes tous. Et c'était pas Non, vrai. je me le tapais pas. Je l'hébergeais avec Bernadette. Et il dormait dans mon clic-clac. Une grande maison. Et je faisais un tennis avec Jospin. Non, mais c'est n'importe quoi. Et peut-être qu'un jour, je rêverai de vous. On Eh ne oui, sait pas. bien sûr. C'est un signe. Éric est ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. C'est la première fois dans l'histoire que tous les comptes publics sont réunis dans un seul ministère. Donc vous êtes un ministre important, en fait. Et j'espère, oui. Ouais, très important. J'espère. Oui. Alors vous faites partie du G7. Le G7, c'est des ministres que Sarkozy reçoit sans Fillon, chez lui, à l'Élysée. Borloo en fait pas partie, par exemple. Borloo, lui, c'est le Jet 27, lui. Non, c'est vrai, vous faites partie de la garde rapprochée de Sarkozy, quoi. Vous êtes les chouchous un peu du président, quand même. Oui, alors chaque fois qu'on dit ça, ça rend jaloux, donc il faut Bah oui. jamais rendre Bah oui, jaloux. c'est pour ça que c'est très ça. mauvais. Ouais. Donc non, les autres, ils les aiment bien aussi. Ils aiment vous bien savez. aussi. Bon. Alors, Eric, est-ce que vous pensez que votre succès est dû au fait que vous soyez chauve et que vous portez des lunettes? D'abord, j'ai de la barbe et je suis chauve. J'aurais préféré Ouais. une inversion Ouais. des facteurs, mais c'est comme ça. Je n'ai pas choisi. Alors, en tous les cas, Eric, vous vous vantez jamais de confidence présidentielle. Vous n'êtes pas un adepte des petites phrases. Vous êtes sérieux, vous êtes austère, vous êtes discret. Je suis triste, quoi, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que Non, c'est un problème. vos C'est d'ailleurs collègues un vous problème appellent dans la le vie. croque-mort, vous savez ça? Non, ça c'est faux. Ah bon? Non, non, ça c'est faux. Ah bon? D'abord, il y a des croque-morts rigolos. mais Ça lui en plaît plus, pas de ça le vexe. On dit aussi que j'ai une tête de comptable, vous savez. Parce Ouais, que, ouais. alors, je suis pas ministre de la Culture, quoi. Je suis Ouais. pas non Remarquez, plus- elle n'est pas drôle non Donc, plus, la ministre de la Culture. Alors vous dites, je ne suis pas drôle du tout. Moi, je ne suis pas sûr, en fait. Je crois que c'est un genre que vous vous donnez, ça, en fait. Je suis sûr que vous avez quand même à la maison, vous êtes drôle, non? Non. Absolument pas. C'est normal, vous ne soyez pas très drôle. À 12 ans, vous défiliez pour le général de Gaulle.
Tu vois, le 30 mai 68, nous, on avait les douilles jusque-là, on fumait des pétards. Et lui, il défilait pour le général de Gaulle. Et votre hobby, c'est l'alpinisme. C'est sûr, c'est pas fun, quoi. Je veux dire, c'est pas... Si, je vous assure que c'est plutôt drôle, Ah bon l'alpinisme. C'est parfois un peu angoissant, mais C'est ça, c'est plutôt super drôle. angoissant. Mais vous connaissez des histoires drôles, Eric, quand même? Non. Vous connaissez même pas une histoire drôle. Il est beau quand il rit, en plus. Il rit jamais. Non, non. En fait, je suis plutôt... j'aime bien l'humour. Ouais. Je passe ma vie plutôt à essayer de faire preuve d'humour. C'est vrai que je tape pas dans le dos des gens, mais je connais plein de gens qui tapent dans le dos des gens qui, en même temps, ont un couteau dans l'autre main. Donc Sarkozy. c'est pas tellement... Non. C'est sans couteau, il faut pas dire. Voilà, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko, première partie. Notre président se donne du mal pour faire croire qu'en Europe, c'est lui le boss. Je suis le boss, man. Apparemment, son petit numéro n'a pas convaincu les grands responsables économiques. Pour eux, la patronne, c'est Angela. 47 groupes industriels européens, comme Nokia, Renault ou Siemens, se sont directement adressés à elle pour réclamer une nouvelle impulsion budgétaire. Sarkozy? Connaît pas. Faut dire que l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe, la seule à disposer des milliards nécessaires pour une relance économique. En France, vu que les caisses sont vides, on se paye de mots. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Et puis l'avantage des grands discours qui condamnent l'argent roi, c'est que ça coûte pas cher. C'est moi le roi, le king. I am the king of bling bling, ok? Rachida Dati fait-elle encore le poids face aux arguments qui pèsent en faveur de son départ? À l'Élysée, Carla l'a pris en grippe, au ministère, ses collaborateurs démissionnent, et voilà maintenant que 500 magistrats signent une pétition contre elle. Heureusement, son prochain congé maternité permettra sans doute de l'écarter en douceur. La crise financière, l'élection d'Obama, dis donc, il s'en passe des choses importantes en ce moment. Sauf que la politique étrangère et l'économie, ça n'intéresse plus grand monde. À l'heure du JT, la chaîne qui cartonne, c'est France 3 avec Plus belle la vie. On est vraiment bien sans elle. Le feuilleton avait déjà battu son record d'audience le jour de l'élection d'Obama. Il a encore fait mieux cette semaine avec 6 800 000 téléspectateurs. Oui, il n'y a que les journalistes pour se demander si Obama va nous sortir de la crise. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est... Peu cher, comment ça nous sort avec la crise, Martine? Ouais, vous, Martine, comment vous vous sentez? Toujours pareil. Antidépresseur, somnifère. Oh, tiens bon, Martine, Obama va nous sortir de là. Voilà, c'était les infos de Blacko, première partie, mise en image de Julien Grab. Voilà. Serge Raffi, rédacteur en chef au Nouvel Observateur, nous a rejoint. Vous connaissez Florence? Je suis un admirateur. La Française préférée des Français. Ah non, mais il faut le dire. À chaque fois, pendant un an. Mais pendant chaque un an. fois qu'on me présente, c'est ça. C'est comme Miss France. Très Miss bien, France, très bien. pendant un an, on dit Miss France. C'est vrai, je devrais me faire une Bien entendu, petite bien sûr, banderole, un bien sûr, diadème. voilà. Alors, Serge, le Nouvel Obs fait sa une cette semaine sur le vrai gouvernement de la France, et où on voit en couverture Sarkozy avec tous ses conseillers élyséens. Et vous dites dans cet article, le gouvernement n'est plus dans le gouvernement, voilà. La Ve République a toujours un peu fonctionné comme ça, puisque De Gaulle avait cette formule. Il disait aux conseillers de l'Élysée que c'était aux ministres de venir les voir et pas l'inverse. Il avait du coup réduit d'ailleurs le nombre de voitures à l'Élysée parce que les conseillers n'avaient pas à se déplacer. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est un peu nouveau, c'est le style Sarkozy. C'est que lui, il fait des groupes de travail un peu à sa façon. C'est un dynamiteur. Alors Eric, vous dites non, vous dites non. Vous dites, nous ne sommes pas des marionnettes, vous avez déclaré. D'abord, c'est insultant de, non, mais c'est vous qui l'avez dit. Ça. Et donc, je ne le suis pas. Et la plupart de mes collègues et l'ensemble de mes collègues ne le sont pas non plus. Il y a simplement... Les décisions, aujourd'hui, elles sont copartagées. Je pense qu'effectivement, on a l'impression que les ministres sont moins importants. Et c'est à l'Élysée même qu'on nous dit, à nous, les journalistes, le vrai ministre de tel ministère... C'est un tel, ce n'est pas le ou la ministre. Le conseiller qui dit ça, il doit être viré. Vous allez en virer un paquet, monsieur Wörth, très bien, parce que chacun son rôle. Ça va faire un sacré nettoyage. Et d'ailleurs, le rêve du conseiller qui dit ça, c'est de devenir ministre. Ouais. Alors, on passe à l'actu. Eric Wörth, la question que tous les Français ont envie de vous poser. Où l'État a-t-il trouvé
360 milliards d'euros pour sauver le secteur bancaire dans un pays où, paraît-il, les caisses étaient vides. Voilà. Alors, il y avait un coffre à l'Élysée, il y avait de l'argent caché, non? Non, mais je sais que ça pose évidemment beaucoup de questions, parce que c'est beaucoup là, les gens d'argent. sont verts, hein, je vous le dis, moi. Mais cet argent n'est pas une dépense. Ce sont des garanties qui sont apportées par l'État. L'État se porte garant des prêts réalisés par les banques au système économique. Et c'est aux banques, évidemment, de prêter cet argent. Quand le boulanger de Chantilly il a besoin de changer son four à pain, s'il y a une crise économique comme aujourd'hui, souvent la banque peut lui dire non, monsieur, vous ferez votre investissement plus tard. C'est évidemment pas acceptable, parce que s'il n'y a plus de crédit, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'emploi, il y a du chômage et il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de richesse. Donc il faut que les banques, elles reprêtent. Et pour relancer le système, les États, dont l'État français, a décidé de garantir des prêts. Et donc c'est le plafond de garantie de ces prêts. Il est caution, l'État est caution. Ce que je crois, c'est que vous allez prêter aux banques avec des garanties faibles, que les banques vont encore une fois nous tromper. Je pense qu'ils vont continuer. D'ailleurs, il y a un certain nombre de gens chez vous qui sont très inquiets sur cette espèce de prêt absolument colossal qui a été fait aux banques. Moi, je pense que la crise est très grave pour une raison simple, c'est que le système financier international, depuis plusieurs années, est en train de se gaver parce qu'ils anticipent la grande crise. La grande structure économique mondiale telle qu'elle était ne fonctionnera plus. La prééminence des États-Unis, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'émergence des pays comme l'Afrique, la Chine, l'Inde, etc., vont complètement bouleverser les donnes. Et quelque part, il y a eu à un moment donné, un moment précis, comme une espèce de sauve-qui-peut du système financier international qui s'est dit « oulala, vite, gardons un peu d'argent, essayons de nous protéger de tout ce qui va se passer ». Et je crois que l'État français a pris des risques insensés. Peut-être que ça va fonctionner. Je vous le souhaite de tout cœur, je le souhaite même à mon pays, mais je n'y crois pas. Vous dites qu'il y a un risque, mais le risque, c'est la crise. Au fond, le risque, c'est bien la crise. C'est que les banques ne tiennent pas les parole. conséquences. Elles tiendront parole, parce qu'elles pourront pas faire autrement. Vous avez des garanties pour ça? Vous avez des organes de contrôle suffisants? Écoutez, il faut contrôler, et en même temps, il faut dans une crise aussi extraordinaire que ça nécessite aussi des moyens extraordinaires, un rythme, un calendrier, des décisions qu'on ne prendrait pas autrement. T'es largué, toi? Absolument pas. C'est parce que je dis rien que tu dis ça. Non, c'est pas ça. M'instruis, mon ami. Non, c'est ton pognon, là. C'est ton pognon qui file aux banques. Je vais le faire, moi, le contrôle, l'organe. Non, je suis pas larguée. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis une fille. Hein. Non, pas du tout. Non, je suis pas comme ça, moi. Non. Alors, Sarkozy veut punir les responsables de ce chaos, mais c'est ses potes, quoi. Ça va être compliqué, quand même, non? Non, enfin, c'est pas le raisonnement qu'il faut d'avoir un président de la République qui connaît du monde. Enfin, j'ai rarement vu un président de la République qui connaissait personne. Enfin, comment il va contrôler et punir ces gens qui sont ses amis? La politique française, c'est pas de connaître un tel ou un tel, c'est aussi connaître les investisseurs et puis surtout protéger les Français. Écoutez, par exemple, sur les paradis fiscaux, il y a un article qui devait être inclus dans la loi rectificative de finances de 2008. Le 17 décembre, vous ne l'avez pas signé, le papier, par exemple. C'est-à-dire que, déjà là, sur les paradis fiscaux, Sarkozy il a fait des grandes déclarations à la télévision en disant « faut punir, machin, les paradis fiscaux, l'évasion financière, etc. » Là, ça ne sera pas déjà en 2008, il ne va rien se passer sur les paradis fiscaux. Il va se passer plein de choses. D'abord, on va augmenter les punitions des gens qui utilisent les paradis fiscaux dans les textes qui vont venir dans les semaines qui viennent. Et puis d'autre part, moi j'ai pris l'initiative de réunir avec mon collègue allemand, qui n'est pas un rigolo, qui s'appelle Steinbrück. Encore moins de vous. Oui, ça doit être un truc comme ça. Moi, je ne l'ai pas trouvé rigolo, donc vous imaginez ce que ce serait pour vous. Donc, ça doit être sympa, les soirées. Oui, c'était assez sympa. Et j'ai réuni l'ensemble d'un certain nombre de pays de l'OCDE, et nous publierons au mois d'avril ou au mois de mai la liste noire de l'ensemble des paradis fiscaux. Mais elle existe, la liste, aujourd'hui. Pourquoi vous attendez le mois d'avril? Parce que il y a déjà plein de bouquins qui sont sortis. Vous savez qu'elle existe. Tu connais les listes. Je vais vous dire, elle existe, c'est vrai, elle existe. Il y a 3 paradis fiscaux selon l'OCDE. C'est Andorre, c'est Liechtenstein et c'est Monaco. Donc il faut maintenant dire stop, ça suffit. Donc de publier une vraie liste des vrais paradis fiscaux et à ce moment-là, d'obtenir de la communauté internationale les mesures de rétorsion. Est-ce que vous allez vous en prendre au Luxembourg, par exemple? Le Luxembourg doit faire des progrès, oui, vous avez raison. Ils ont que ça pour vivre, en plus. Non, ils ont plein d'autres. Ils n'ont pas vraiment d'industrie, Ils ont sûrement plein d'autres. Si vous leur supprimez le rôle de paradis fiscal, de quoi ils vont vivre? Vous pouvez faire de la finance, très honnêtement,
Ouais. Vous n'avez pas besoin d'être paradis fiscal pour gagner de l'argent. L'industrie financière est une économie, c'est un secteur économique, sauf qu'il s'est dévoyé dans la crise qui est celle d'aujourd'hui et que de l'autre côté continue à se dévoyer dans un certain nombre de paradis fiscaux. Je vais vous dire, mon sentiment. C'est marrant, je ne vois pas ce gouvernement Sarkozy faire grand-chose contre les profiteurs. C'est faux. Nous venons de faire le revenu de solidarité active. Enfin, il faut arrêter avec les clichés. Le président de la République, c'est un élu, c'est quelqu'un qui aime les Français et qui a envie que les Français ils voient leur pouvoir d'achat augmenter, qu'il y ait moins de chômage, qu'il y ait plus de solidarité et de justice sociale. Quand on aura totalement verrouillé la France et qu'il n'y aura plus une personne qui décidera d'y investir parce qu'on ne peut pas y gagner de l'argent, alors tout le monde sera perdant. C'est l'argument. Enfin. Alors tout le monde sera perdant. Oui. Non, mais les profiteurs, ça se combat. Les investisseurs, ça s'accueille. D'accord. Ben, jusque-là, on est d'accord. Alors, vous avez plafonné les niches fiscales. Ouais, ça c'est bien, sauf pour les gros chiens qui vont se cogner la tête. Elle est chien, bonne. elle est bonne. Elle est bonne, elle est excellente. Non, alors, non, sérieusement, mais Sarkozy il a quand même été élu pour désengager l'État, et là maintenant, il fait tout ce qu'il peut pour le réengager. Donc en fait, c'est un peu comme Mitterrand. Quand il a viré Monroy et qu'il a pris Fabius, qui a fait une politique complètement différente de celle pour laquelle il avait été élu. Les Français, ils veulent les deux. Ils veulent à la fois moins d'État pour pas être emmerdés. Ils considèrent que l'État souvent les empêche de faire. Et puis ils veulent en même temps beaucoup plus d'État pour les protéger. Il faut réussir à trouver le juste milieu entre les deux. Et dans une crise comme celle-là, c'est en réalité vers l'État qu'on se retourne. Mais les Américains se retournent vers l'État, les Anglais se retournent vers l'État. Ben, les Français, ils se retournent encore plus vite vers l'État. Alors, vous avez déclaré, en septembre 2008, c'est pas vieux, je trouve une performance de l'État français qui peut être rassurante. Mais vous n'êtes pas le seul, parce que Christine Lagarde avait déclaré en avril, les clignotants de l'économie sont au vert. Oui, moi j'ai jamais été... C'est joli pour dire on est dans la merde. Non, c'est la méthode. Si vous voulez faire dire... Si vous voulez faire dire du gouvernement... Cette personne a vu arriver le bordel. Je ne suis pas, et Christine non plus d'ailleurs, on n'est pas les ravis de la crèche. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle est d'une part que parfois, pour être à la mode, il faut être nécessairement pessimiste. C'est aussi un grand truc, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et puis deuxième point, il faut aussi dire la vérité. Quand on vous dit qu'on est en récession, ben, c'est pas vrai. Un gouvernement ne peut jamais dire complètement la vérité, puisqu'il faut qu'il soit toujours un peu dans la méthode Coué. Il faut qu'il y ait un peu d'optimisme pour que les consommateurs consomment. Sinon, si vous leur faites peur... C'est la méthode secouée. À un moment donné, il faut... Tu vois qui est drôle. Le shaker. Non, mais... Il faut bouger, il faut secouer les choses, il ne faut pas les laisser se faire. Vous embellissez un peu la réalité pour pas déprimer les marchés. Quand vous dites qu'on va être à 0,14, en fait, ça veut dire quoi, 0,14 ? C'est un peu mieux que 0,1 quand même. Enfin, c'est 0. Non, mais dites, il y a une croissance 0. Regarde, à 10,014, ce n'est pas une prévision. C'est le chiffre de l'INSEE pour le 3e trimestre. Donc, quand on dit des trucs trop flous, c'est trop flou, et trop précis, c'est trop précis. Bon, Rachida Dati va-t-elle passer l'hiver ? Voilà une question difficile. On va faire un quiz pour savoir Dati ou Tati. Tu connais Tati, le magasin Tati ? Bien sûr. Tu sais que Tati a des gros problèmes, hein ? Tati ou Dati ? Les deux. Alors, 42 magasins en solde. Tati ? 543 magistrats en colère. Dati ? C'est un questionnaire comptable. Hein. Ah oui, c'est pour vous. Le succès n'est plus vraiment au rendez-vous. Tati. Vous pouvez dire les deux. Vu à Barbès. Tati. Tati. Vu chez Dior. Tati aussi, parce que vous savez que Tati a beaucoup travaillé. Tati a beaucoup travaillé avec des grands couturiers et travaillé... bien joué. Oh là là, ils ont réponse à tout, hein ? Ils sont mieux que les humoristes. C'est pas donné. Ah bah c'est Dati, hein, parce que Tati, c'est donné. Alors, vous avez vu que le Figaro Magazine a enlevé une bague. C'est rigolo, ça. Quoi ? Elle avait une grosse bague dans le Figaro Magazine qui coûtait 15 000 €. Et ils ont gommé la bague pour pas... Pour pas choquer les gens ? Ouais. Bah ils peuvent, ouais. Spécialiste des bijoux. Tati Or. Les deux. Ouais, les deux aussi. Au début, on y croit, mais on est rapidement déçu par la qualité. C'est Tati. Je sais pas pourquoi, il n'y a que des questions avec des réponses Tati dans votre... Non, mais c'était les deux, la réponse. J'aimerais bien y faire un petit tour. Tati. Il va falloir trouver un repreneur. Tati a été très mal. Tati en a trouvé un. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko, deuxième partie.
Les socialistes veulent-ils vraiment gagner les présidentielles de 2012 ? Ben, si c'était le cas, ils n'auraient quand même pas affiché aussi publiquement leur division. Il faut nous soigner. Mais après tout, quel intérêt d'être élu à l'Élysée ? Aujourd'hui, la gauche dirige 20 régions sur 22, plus de la moitié des départements et 60% des communes. Ça en fait des postes à distribuer aux militants. Si les socialistes gagnent l'Élysée, ils vont devoir prendre des décisions impopulaires. Du coup, ils risquent de perdre leur mairie, leurs hôtels de département et tous les avantages qui vont avec. Alors pourquoi vouloir décrocher un boulot stressant à Paris quand on a un petit poste peinard en province ? Le service minimum dans les écoles, ça ne marche qu'à moitié. De nombreuses mairies de gauche refusent de l'appliquer. Les préfets ont donc saisi les juges, qui dans certains cas ont donné raison aux mairies. Résultat, la polémique bat son plein et on parle plus du service minimum que des raisons de la grève. Bah oui tiens, pourquoi ils font grève les profs ? Notamment parce que le gouvernement envisage de supprimer la première année de maternelle. Et là, pour les parents qui travaillent, il ne s'agira pas de payer une nounou pour une matinée de grève, mais pour une année entière. Et cette fois, pas de service minimum. Dans l'affaire Clearstream, Dominique de Villepin passera en correctionnel en 2009 pour complicité de dénonciation calomnieuse. À aucun moment, je n'ai demandé d'enquête sur des personnalités politiques. Pour souligner que Sarkozy s'acharne contre lui, Villepin s'est plaint au Conseil d'État d'un excès de pouvoir du président qui a retardé la mutation d'un juge dans son dossier. C'est vrai que c'est un vilain défaut de baver dans le dos des copains, mais il y a plus grave. Villepin a des défauts bien plus impardonnables. D'abord, il est grand, ensuite il est beau, il a fait baisser le chômage, remonter la croissance, et en plus, il a tenu tête à bouche en disant non à la guerre. Allez hop, au Newf, et qu'on le laisse pas sortir avant 2012. Voilà, c'était les infos de Blackout 2, mise en image de Julien Grappe. Bon alors, ça nous amène à l'affaire Clearstream. Alors c'est incroyable. C'est un cas unique dans l'histoire de la Ve République. On n'a jamais vu ça. Ouais. Il ne faut pas oublier que l'affaire démarre quand Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence de l'UMP. Ouais. Effectivement, il y a une opération qui est montée pour le déstabiliser, ça, c'est sûr. Mais il va, lui, en tant que ministre de l'Intérieur, porter plainte. Il va donc utiliser et avoir les armes des enquêtes de police. Donc il sera le premier informé en tant que partie civile sur tout ce qui va se passer. Et donc, quand il sera élu président, tout ça va continuer, puisqu'aujourd'hui, il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est toujours à la tête de tous les enquêteurs de police de France. Et donc, il a toutes les armes à sa disposition, effectivement, pour faire peser sur une instruction le poids de sa fonction. Et ça, c'est très grave. Ça ne veut pas dire que Villepin est innocent, c'est que ce système-là ne fonctionne pas. C'est le seul qui l'a fait. Tous les autres présidents avant lui n'ont jamais attaqué en justice à cause de cette position particulière. S'il vient au procès, ça va être incroyable. Imaginez comment les magistrats peuvent réagir, le poids, la puissance de cet homme dans un prétoire. La justice ne sera pas équitable. Quand on est très attaqué, moi je trouve qu'il faut aussi beaucoup répliquer. Même quand vous êtes président de la République, il n'y a pas de raison de laisser passer. Vous laissez passer beaucoup de choses et puis il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser passer. Il a été traîné dans la boue dans cette affaire de Clearstream au départ, qui était une manipulation pour le tuer. Il y a 40 parties civiles dans cette parce qu'on affaire. parle de Nicolas La seule Sarkozy, personne dont on s'est occupé, la justice, Mais c'est de Nicolas Sarkozy et pas des autres. On n'a pas cherché à savoir ce que les autres, pourquoi on voulait tuer les autres. Les juges, ils s'occupent de tout le monde aussi. Non, mais attendez, faux. alors vous mettez en cause l'indépendance de la justice, vous avez bien tort. Non, la c'est pas justice, ça que j'ai dit. parce que vous dites qu'elle est à la fois été... impressionnable, et moi je trouve que la justice en France, elle n'est pas très impressionnable, et c'est tant mieux. Depuis que tu bosses plus chez Ruquier, l'actu, tu t'en fous, exactement. en fait. Je suis moins, je suis moins sur les journaux. Est-ce que tu sais que les talibans ont menacé la France ? Oui, j'ai entendu ça. En plus, j'étais à Lyon quand c'est arrivé, je me suis dit... Ils ont menacé Paris, alors bon, je m'en foutais du coup. Mais là, maintenant que je suis à Paris, là, attendez, là, les gars. Ouais, pas pareil. Combien ça coûte à la France, tous les jours, cette guerre en Afghanistan ? Tous les jours, je ne sais pas, mais en tout, ça coûte dans l'année, ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros, bien sûr. Si c'est pas des milliards, on s'en fout, maintenant. Bon, alors on va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine. On passe au champion de l'actu. Aïe. À propos du congrès de Reims, qui a déclaré « Je n'ai pas suivi grand-chose ». D'ailleurs, c'était Reims contre qui ? Thierry Roland, Guy Bedos, Pierre Arditi, Dominique Strauss-Kahn, Lionel Jospin ou Nicolas Sarkozy ? Sarkozy. Non. Thierry Roland. Non. On a déjà dégagé le terrain. Arditi, il aurait pu. Non. Bon. Dans le public ? Oui, bravo.
C'est très drôle, Strauss-Kahn qui dit « Je n'ai pas suivi grand-chose ». D'ailleurs, c'était Reims contre qui? Ils ont d'ailleurs été bien rincés. Hein. Encore un petit jeu de mots, il nous fait Eric. Un bigard pour Eric. En tous les cas, je vous ai jamais vu autant sourire que ce soir. C'est vrai? Bon, qui a dit, attention, depuis que j'ai 6 ans, c'est Ré à gauche. François Fillon, Jean-Pierre Foucault, Alain Delon, Je l'ai vu. Laurence Ferrari ou George Clooney. C'est Laurence Ferrari. Oui, alors, les deux ensemble. Ouais. Qui a dit, moi maintenant, mon kiff, c'est d'être fidèle? Carla Bruni, Pardon. Dominique Strauss-Kahn, Pierre Pardon. Palmade, Bill Clinton, Jean-Michel Jarre ou Alain Delon. C'est pas le Mon kiff, mal. c'est Palmade. Palmade, bravo. Ok, tu lis Closer? Merde, je suis grillée. Ouais, je lis Closer, là. Sarah Palin a déclaré qu'elle se représentera en 2012 uniquement si on l'habille de nouveau pour 150 000 $, Barack Obama laisse la Maison-Blanche propre, les républicains la supplient, Dieu lui montre la voie, ou Arnold Schwarzenegger accepte d'être vice-président. Oh, ça doit être Dieu, donc il va Oui. nous montrer Ouais, la voie. bravo. Bravo Eric. Dieu lui montre la voie. Qui a déclaré on a besoin d'un PS moderne? François Hollande, Bernard Kouchner, Ségolène Royal, Martine Aubry ou François Fillon? C'est François Fillon. Bravo. Il n'est pas loin d'avoir gagné, là. Ah merde, on compte les points, là. Éric Woerth a gagné, mes enfants, bravo. Une soirée chez Florence. Mais ça ne sert à rien. Ah oui, voilà. La vie est injuste. Ah, horriblement. Et voilà, Banco. maintenant, il y a le banco. Eric, celui ou celle qui répondra à cette question, sera champion de l'actu cette semaine. Attention, on se concentre. C'est stressant. Par laquelle de nos ministres George Bush a-t-il déclaré avoir été charmé? Roselyne Bachelot, Christine Lagarde, Ramayad, Fadela Amara, Christine Boutin, Rachida Dati ou Michel Alliot-Marie? C'est Alliot-Marie. Non. Alors c'est Christine Lagarde. Oui, bravo. Ah, ben non. Il y en a plein. Non. Alors, un big up, ouais. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Ça va? Ça va. Et maintenant, la semaine de Stéphane Guillon. On commence avec une info un peu triste. La toute première image de François Hollande à la retraite. Regardez. Ah ouais. Oui. J'ai mal, hein? Pauvre gars. Ouais. Je pense à lui. Au PS, les insultes volent de plus en plus bas. Ségolène Royal a indiqué que Benoît Hamon avait une toute petite bite. Et de toutes petites couilles, a ajouté Martine Aubry. Ça vole bas. Rachida Dati prévoit un congé maternité d'1 semaine, 7 jours, c'est énorme, l'enfant a le temps de s'attacher. Après, le petit ira vivre chez son père, plusieurs adresses possibles, Arthur, Bernard Laporte ou José-Marie Aznar. D'autres stars très rapides de la braguette sont envisagées, PPDA, DSK ou Albert de Monaco. Très beau casting. Les stages de remise à niveau du permis de conduire sont organisés pour les vieux. C'est indispensable. Ils ratent de plus en plus souvent les péages d'autoroute. York Haider s'est tué en voiture alors qu'il sortait d'un bar gay pour se rendre à l'anniversaire de sa mère. Il est mort sur un bon souvenir. Le contraire aurait été terrible. Tu sors de l'anniversaire de ta mère, tu dis chouette, je vais retrouver mes copines, et tu te tues. Des symboles simples vont être installés dans les gares pour aider les handicapés mentaux à se diriger. Paris, par exemple, sera signalé par une tour Eiffel. Nice, où il y a beaucoup de vieux, un déambulateur. La Croisette, pendant le festival de Cannes, une paire de lèvres botoxées. Comme ça, on peut se retrouver. Mardi, c'était la journée pour la recherche médicale.
Et mercredi, il suffit de retourner la photo, c'était la journée mondiale des toilettes. Une boisson anti-cancer, très efficace. Castase arrive sur le marché. Super, on va pouvoir fumer en buvant de la Castase. Avec Castase, adieu les métastases. Pour les tout petits, de nouveaux produits chinois sont disponibles. Le tube de colle toxique en forme de biberon, la guirlande de Noël qui brûle, le siège auto qui se détache quand la voiture accélère. Dorénavant, inutile de mettre bébé au congélateur, achetez chinois. Enfin, une lotion anti-poux efficace. Une femme qui avait imbibé ses cheveux de pouxite s'est embrasée alors qu'elle allumait une cigarette. Pour le coup, tous les poux sont morts. Sorti d'un best-of de Michel Petrucciani qui avait inspiré très fortement le sculpteur César quand il fit ses compressions. Alain Delon va présenter le bal des débutantes. Je vous rappelle que l'année dernière, la grande frisée au centre n'avait pas trouvé de cavalier. On lui souhaite bonne chance. Dans TV Magazine, une photo très émouvante de Thierry Ardisson dans le cimetière où Paul McCartney se rendait quand il était ado. Encore plus émouvant, Paul McCartney s'est rendu en Normandie dans le cimetière où Thierry Ardisson ira quand il sera très très vieux. Merci à Paul. Merci, ça n'a pas été facile de le convaincre et croyez-moi, on est très content de ce scoop. Les cendres de mamie sur la cheminée, c'est fini. Bientôt, les urnes funéraires ne pourront plus être gardées à domicile. Eh bien, nous allons montrer l'exemple ici. Je vous demande d'applaudir Pascal Sevran qui, depuis 1 an, nous accompagnait tous les samedis, Thierry. Voilà. Oh. Merci pour lui. Merci, au revoir. Voilà, salut. c'était Stéphane Guillon. Comme vous le savez, en P3, nous recevons l'auteur d'un essai, d'un document, d'un témoignage. Ce soir, Béatrice Preciado. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois qu'on peut le dire, vous êtes la sœur de Florence Foresti. J'en ai une de sœur, je te signale. Et en compagnie toujours d'Éric Woerth, monsieur le ministre. Voilà. Alors, Béatrice Preciado, vous êtes ici pour un essai étonnant qui s'appelle Testo Junkie, qui décrit dans le détail une expérience que vous avez menée, qui consistait à étudier les réactions de votre corps et de votre psychisme à l'absorption d'hormones mâles. Alors, vous avez pris des hormones mâles, mais en tant qu'Espagnol, vous auriez pu attendre, hein, parce qu'elles ont toutes de la moustache à un moment. Ouais, c'est une manne qui est drôle, parce qu'apparemment, la moustache chez les femmes, ça pousse toujours au-delà des frontières. C'est-à-dire qu'en Espagne, on dit ça des Portugaises, par exemple. Voilà, oui, c'est vrai. Personne ne veut la moustache chez les femmes à l'intérieur de la nation. Alors, plus sérieusement, pourquoi vous êtes, vous, administré de la testostérone pendant 236 jours? Pourquoi avez-vous décidé de faire cette expérience, Béatrice? En fait, je me suis jamais considérée ni comme un homme ni comme une femme. En fait, c'est-à-dire que depuis toujours, j'ai résisté aux normes de genre et de la sexualité. Je savais que je n'étais pas une femme et je voulais pas être une femme. Et en même temps, je voulais pas non plus être un homme. Et je me suis dit finalement, pourquoi je prendrais pas la testostérone? C'est vrai que j'avais commencé déjà en fait à me réapproprier des codes de la masculinité. Ouais. C'est-à-dire que je crois absolument pas à cette division sociale et culturelle selon laquelle évidemment la moustache est masculine, évidemment les voitures sont masculines, enfin la fête, les filles, etc. c'est masculin et à peu près les choses hyper chiantes. Enfin, on va dire la maison, les enfants, les trucs domestiques, etc. Ça appartient aux femmes. Avant de revenir sur votre livre, on va procéder à quelques précisions biographiques. Vous êtes né en 1970 dans une famille conservatrice de l'Espagne franquiste, hein, puisque vous êtes né à Burgos. Votre père était un grand bourgeois, il avait le grand garage de Burgos. Et vous dites que chez vous, il y avait plus de voitures que de livres. C'était par ailleurs une bonne école de masculinité chez moi. Ouais. Alors, très jeune, vous découvrez que vous n'êtes pas une petite fille comme les autres, que vous préférez les femmes. Et à l'âge de 7 ans, vous pensez, avec vos économies, vous payer une greffe de pénis.
quand on est enfant, c'est un moment où la propagande hétérosexuelle n'a pas fait encore trop des ravages. Ouais. Donc on voit autour de nous des corps qu'on a envie d'explorer. Vous êtes donc, excité par tous les culs, en fait. Voilà, on peut dire ça comme Je ça. crois qu'on peut le dire, non mais... Ouais, on peut dire- Bah non, c'est un peu ce qu'elle dit dans son livre. Hein. Ouais, c'est un- Oui. Non, c'est Oui. vrai, c'est un peu ça. Et après, je vois pas pourquoi, éventuellement, on n'aura pas envie d'avoir un pénis Ouais. ou autre chose. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai, quand j'ai dit à mes parents que je voulais un pénis, bon, c'était pas très bien reçu Pour à l'époque. Noël, dans la liste au Père C'est bientôt Noël. Alors, un camion télécommandé, Voilà. Alors- un pénis alors- et Barbie. Alors en plus, vos parents vous mettent dans une école de bonnes sœurs, et pour vous, c'est une espèce de paradis lesbien. Vous dévoyez tout le pensionnat, quoi. Ouais, c'est les bons côtés en fait de l'école des bons sœurs, ouais. qui est un peu un paradis. Enfin oui, c'est vrai. C'était encore un bon moment. Ouais. Ouais. Alors votre mère, évidemment, est un peu inquiète. Elle vous offre des robes de princesse, elle essaie de vous rendre plus féminine, mais enfin, rien n'y fait, en fait. Ma mère, à cette époque-là, je la vois un peu comme un agent du gouvernement hétérosexuel, travaillant, en fait, un agent de police, travaillant chez moi, jour et nuit, pour essayer, en fait, de me féminiser. Ensuite, vous faites des études de philosophie chez les jésuites, donc pendant la journée, vous étudiez les textes de Ignace de Loyola. Oui. Et la nuit, vous allez à la Luna, donc un bar de travestis, où vous rencontrez Almodovar, enfin toute sa bande, disons, ouais. C'est vrai que c'est la première fois, en rentrant à la Luna, que je me suis dit, c'est chez moi. Ouais. C'est ici, j'appartiens ici, c'est chez moi. Voilà, ensuite, vous faites des études aux États-Unis, et puis vous découvrez aux États-Unis le phénomène queer. Vous connaissez le phénomène queer, Eric, non? Alors, pas du tout. Queer, en fait, à la base, c'est une injure. Hein. Ça veut dire PD, sale gouine. Et ce qui s'est arrivé aux États-Unis, c'est qu'au moment de la crise du sida, un ensemble des groupes ont repris cette injure, ont réapproprié l'injure et se sont dit, finalement, voilà, on est fiers, on ne veut pas être simplement homosexuel et s'intégrer à la société hétérosexuelle, avoir vos droit au mariage, à l'adoption des enfants. On veut redéfinir qu'est-ce que ça veut dire être un homme, être une femme, qu'est-ce que c'est la famille. Le queer, c'est qu'on peut être homme, on peut être femme, on peut être aussi tout plein d'autres choses entre les deux. Voilà. Non, mais vous occupez beaucoup au ministère, vous avez un... Coming J, vous en occupez de ça? Il faut vraiment lutter contre toutes les discriminations. Vous le faites dans votre ministère? Oui, bien sûr, je le fais au ministère des Finances parce qu'il y a eu quelques problèmes, donc je m'en suis un peu ému. Voilà. Et vous n'êtes pas gêné, par exemple, quand Gérard Longuet fait des remarques un peu homophobes, ou Van Est, ce député du Nord qui a eu des propos homophobes qui finalement n'a pas été condamné? Je ne le ferai jamais. Je pense que j'ai du respect pour voilà, la vie privée est la vie privée. Chacun est né comme il doit être. Simplement, ça ne doit pas nuire à un moment donné, il ne faut pas que ça nuise aux autres. Voilà, alors on va revenir à l'expérience de la testostérone. Donc, vous n'avez pas pris, en fait, ce produit pour devenir un homme, hein, et vous l'avez pris comme Freud a pris de la cocaïne ou Michaud a pris de la mescaline, c'est pour voir ce que ça faisait, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a toute une tradition en philosophie des penseurs que j'appelle autocobayes, c'est-à-dire des penseurs qui utilisent les corps comme plateforme de production en fait, des concepts. Et donc je me suis dit finalement je ne suis pas totalement en dehors de la philosophie, mais je ne voulais pas du tout rentrer dans un protocole de changement de sexe, c'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être vous savez, en fait, pour avoir accès à la testostérone, si vous avez été assigné sexe féminin à la naissance, il faut se déclarer tout simplement malade mental. Et il faut se confronter à un psychiatre pendant des mois et des mois pour l'expliquer qu'évidemment, vous avez la haine de votre corps féminin, que vous voulez absolument en fait devenir un homme évidemment hétéro. Vous ne savez pas dire en fait que vous voulez devenir PD, par exemple. Il y a 1000 possibilités. Je ne voulais absolument pas, puisque j'avais déjà passé toute ma vie à résister aux normes de la féminité. Je ne voulais pas me confronter encore à un protocole psychiatrique. Ce gel, donc ça s'appelle le testogel, je vous dis. Enfin, vous n'en avez pas besoin, vous. Une bonne barbe. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la testostérone, il y a marqué « interdit aux femmes ». C'est ça qui est extraordinaire. C'est interdit aux femmes et aux sportifs. C'est considéré comme dopage. C'est considéré comme une drogue interdite. Les effets. Plus grande capacité de travail, hein. Ça c'est clair. Et puis alors puissance, lucidité
énergie Attendez, et éveil. Je dis pas lucidité dans le sens intelligence, attention, hein, Ouais. parce que sinon ça se saurait, je pense. mais ça donne une pêche d'enfer et surtout, c'est une drogue très sexuelle. Ouais. Donc immédiatement, On a envie c'est de vrai. baiser tout le temps. Ouais, Ouais. on a envie de baiser, Et on a envie comprend mieux les hommes tout d'un coup. Oui, non mais ce que je te dis. Non, mais c'est ça. Ben oui, c'est-à-dire que là, elle a compris ce que c'était d'être un mec et puis elle nous pardonne maintenant. Vous êtes Elle sait- insupportable. Ben non, mais nous, on en a beaucoup de testostérone. Ouais, bah ouais, évidemment. trop. Alors, les effets non souhaités maintenant. Alors, il y a la perte de sang, c'est des... C'est-à-dire que quand on commence à prendre la testostérone, à un moment donné, on arrête d'avoir ces règles. C'est simplement comme la pilule aussi. C'est-à-dire que la plupart des gens qui me disent « Mais vous prenez la testostérone, attention, faites gaffe ». J'ai dit « Mais attendez, vous prenez la pilule et c'est des estrogènes et la C'est progestérone. » la même chose, en fait. Alors, vous dites que vous aviez une sueur de mec, quoi. C'est-à-dire une Elle pue, quoi. Ouais, elle pue, hein, c'est vrai. Non, je veux dire... Non, pas maintenant, pas là. Non, mais- Non, mais je veux dire, a priori, les hommes sont plus forts. Florence Foresti, vous essayez quand la testostérone, Non, mais mon c'est petit amusant parce que Ouais. le nouveau sketch que j'ai écrit, que j'ai joué là récemment au Palais des Sports, tu sais, avec, Ouais. ça démarrait comme ça en me disant, je disais, je ne me reconnais pas dans les codes féminins ni dans les codes masculins, je suis entre deux sexes, j'ai le cul entre deux sexes. Et bon, alors évidemment, moi, j'en fais autre chose, j'essaye d'en faire de l'humour, mais voilà, chacun après, c'est vrai que c'est difficile, je pense, pour beaucoup de gens. Parfois, à l'adolescence notamment, de se reconnaître dans les codes. Très Ouais. bien. Bah, écoutez, Elle n'a merci pas de, de tort, elle n'a pas merci de de votre témoignage, Béatrice. Merci beaucoup. C'était Salut les terriens avec Florence Foresti pour son DVD L'abribus de Philippe Elno. Voilà, donc un cadeau de Noël exceptionnel. Idéal. Si vous aimez Foresti, moi je l'adore. Eric Woerth, ministre du Budget. Merci d'avoir été avec nous, Eric. Et son DVD, on est dans la merde. Et son DVD. Serge Raffi du Nouvel Obs, Béatrice Preciado pour Testo Junkie chez Grasset, voilà. Je vous laisse avec mes amis de Groland Magazine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.